Alors, Mickaël, merci, parce qu'en fait, au début de ce projet, quand on t'a téléphoné, bon, ben, tu n'as pas hésité une seconde. Pourtant, c'est vrai que c'était un peu un projet ambitieux, un peu fou peut-être. Tu nous as aidés à la fois pour cerner les thématiques, mais on voulait aussi, nous, dans les personnes qu'on sollicite, on avait l'idée d'avoir un équilibre entre des historiens qui sont plus aguerris, mais aussi des jeunes historiens, parce que de notre point de vue, la jeunesse, c'est important aussi de la valoriser. Et parfois, quand on est enseignant ou quand on passe des concours, on connaît plutôt les historiques, on va dire, dans ceux qui ont beaucoup publié, mais pas forcément les jeunes qui viennent de soutenir des thèses. On avait ce souci-là, des hommes, des femmes. On avait aussi le souci d'acteurs. Donc, on a travaillé pour essayer d'avoir un point d'équilibre entre tous ces choix-là. Alors, toi, tu as une particularité parce que tu es historien, mais tu as été aussi prof de PS. Je ne dirais pas que tu as commencé avec l'intégration de l'EPS. Mais il y en a dans la salle qui, globalement, ça correspond à ceux qui partent à la retraite cette année. Ils font partie de la génération de profs d'EPS qui ont commencé à l'éducation nationale. Donc, merci Mickaël. La parole est à toi pour un premier tour d'horizon de ce processus et que tu nous apportes déjà quelques éléments sur finalement ce processus. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est arrivé d'un coup? Est-ce que c'est la lutte, c'est le résultat de lutte? Voilà. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur cette mise en perspective et ces enjeux dans cette intégration? La parole est à toi. Très bien. Merci Bruno. Alors, je vais commencer à te retourner les remerciements puisque c'est vrai que l'initiative originelle te revient quand même. C'est toi qui as eu cette idée de fêter les 40 ans autour d'un moment de réflexion. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on a pas mal échangé. Donc, évidemment, remercier en premier lieu Bruno, remercier également le SNEP qui a suivi de manière très active l'organisation de cette journée, mais aussi remercier les collègues qu'on a sollicités et qui ont tous accepté assez rapidement de se plonger dans cette histoire et de mener des réflexions autour du sujet. Alors, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est toujours important de savoir de où on parle. Alors effectivement, aujourd'hui, je suis à l'université de Rennes 2, dans l'actualité en plus, pour d'autres raisons, encore que pas si éloigné du sujet qui nous occupe. Mais j'ai été également prof d'éducation physique pendant 7 ans en établissement scolaire, en collège, pas très loin d'ici, en banlieue parisienne. Et effectivement, alors, je rassure Bruno, en 81, j'étais pas là, hein, j'étais plutôt en culotte courte, enfin, voilà. Je démarrais ma carrière dans l'enseignement secondaire, on va dire, mais en tant qu'élève cette fois-ci, pas en tant qu'enseignant. Mais j'ai vécu une grande partie des réformes qui ont jalonné les années 90. Donc évidemment, pourquoi je dis ça? Parce que voilà, certaines des analyses qu'on peut mener, elles sont aussi forcément implicitement ou explicitement marquées par les expériences que l'on a pu vivre, quoi. Et cette expérience-là, moi, elle m'a marqué. Et les recherches que j'ai pu mener ultérieurement, notamment les premières recherches que j'ai menées dans le domaine de l'éducation physique, et notamment mon travail doctoral sur le SNEP, est fortement lié en fait à mon parcours de vie, à mon parcours professionnel et aux interrogations qui ont émergé à ce moment-là. Donc effectivement, dans le cadre de cette intervention, il m'est donné la possibilité de réfléchir et de présenter un petit peu le processus, alors non pas d'intégration, mais de réintégration de l'éducation physique au ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est vrai qu'on oublie trop souvent, 81, c'est pas, on peut pas dire que c'est une innovation en tant que telle, parce que depuis la fin du 19e siècle, finalement, l'éducation physique est à l'éducation nationale, mais elle est aussi ailleurs, en fait. C'est une discipline qui a un pied dedans, un pied dehors, on va dire. Et 81 marque une forme de retour. On y reviendra dans quelques minutes. Et c'est autour de ce retour, évidemment, que je vous propose de réfléchir. Le deuxième élément que je voulais dire, préliminaire, c'est que vous l'imaginez bien, tu m'as dit 3/4 d'heure, non? Non, je sais pas. Non, mais voilà, j'ai une petite demi-heure. J'ai surtout pas la prétention de vous faire un grand panorama du processus antérieur à 81, postérieur à 81, parce qu'en fait, il faudrait pas 30 minutes, mais il me faudrait peut-être la journée pour essayer de brosser, et puis ça aurait en fait aucun intérêt. Surtout que à la suite de cette intervention, il y a plusieurs tables rondes thématiques qui ont été mises en place. Et ces tables rondes, évidemment, vont rentrer dans le détail
des différents aspects qui ont porté le processus de réintégration de l'éducation physique à l'éducation nationale. C'est pour cette raison que dans le cadre de mon intervention, j'ai choisi de réfléchir autour en fait d'une notion, d'un terme en fait, qui est le terme de rupture, parce que 81 fait partie, enfin, c'est construit comme étant une mythologie en fait. Et je pense qu'on est face à une forme de mythologie historique qui est relayée, qui est construite dans les formations initiales, dans les formations continues. Et finalement, 81 est vécu comme une sorte d'effet magique à partir duquel, et tout à l'heure on l'a évoqué, à partir duquel tout serait meilleur dans le monde merveilleux de l'éducation nationale. Évidemment, on sait bien que ça n'a pas forcément été le cas, c'est pas ça qui s'est déroulé, mais au fil du temps, les années passant, 81 s'éloignant, donc 40 ans, eh bien cette mythologie se renforce et est passée de génération en génération. Et forcément, la notion de rupture permet, me semble-t-il, justement de déconstruire cette mythologie et de voir si, dans les faits, réellement, 81 marque un tournant historique. C'était le titre d'un article. Il y a beaucoup d'ouvrages aussi qui évoquent cette idée de tournant autour d'un certain nombre d'aspects. Donc, la notion de rupture, alors de manière très classique, très commune, nos amis sociologues parleraient de sens commun. Évidemment, vous le voyez bien là, ce que j'ai marqué sur ma diapositive, une rupture, c'est considérer que ce qui s'est fait avant présente des caractères différents de ce qui s'est fait après. Vous allez me dire, waouh, jusque-là, on vous suit, c'est pas très compliqué, évidemment. Mais il se trouve que dans la discipline historique, dans la science historique, ah oui, ça passe pas en fait. Super, je me suis embêté à faire un diapo et puis tu le passes pas. Mais ils doivent attendre la fin pour nous le dire aussi. C'était pour tester leur vigilance. En plus, on a été déconnecté, donc tu vois. Ah oui, en plus, on est déconnecté, donc tout va bien en fait. Tu vois. Tu m'étais chauffé, là, c'est bon, là, je t'ai parti, et puis tu casses tout. Non, on n'était pas, c'est pas vrai. C'est bon? Voilà, ça marche. Donc, ce que vous n'avez pas vu, mais ce que je vous disais, c'était ça. Mais voilà, avec un intérêt relatif, je vous l'accorde. Donc, je disais, il se trouve que dans la science historique, dans la discipline historique, et d'ailleurs, vous le savez, notamment ceux qui sont étudiants en STAPS et qui sont parmi nous aujourd'hui, la notion de continuité-rupture, c'est quelque chose qui est assez classique. Et les grands maîtres historiens, en sociologie, on a des grands maîtres qui s'appellent Pierre Bourdieu, on a un certain nombre d'auteurs majeurs, Émile Durkheim. En histoire aussi, on a des grands maîtres qui s'appellent Fernand Braudel, Antoine Pro, Paul Venn, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces auteurs, tous ces chercheurs émérites, ont tous travaillé, ont tous interrogé en histoire cette notion de rupture qui revient assez souvent et qui semble constituer une forme de grille d'analyse ou de grille de lecture de la réalité sociale et des transformations sociales. Une transformation sociale ne serait que le produit d'une rupture. Et évidemment, tous ces auteurs, mais vous le voyez, ont essayé de définir tant bien que mal cette notion. Et surtout, d'avoir une approche critique, au sens scientifique du terme, non pas dire que c'est nul ou c'est génial, mais essayer de comprendre évidemment ce qu'elle recèle véritablement. Alors là aussi, vous imaginez bien l'ouvrage de Fernand Braudel qui justement s'attaque à la notion de rupture, fait plusieurs centaines de pages, je l'ai résumé en 4 mots, donc c'est absolument caricatural, évidemment un peu excessif, mais voilà, c'est des pistes que je lance pour qu'on puisse peut-être discuter et au fil des tables rondes, probablement y revenir. Mais vous le voyez, je pense qu'il y a 2 idées phares dans les propositions d'Antoine Pro et de Fernand Braudel. C'est qu'évidemment, une rupture permet d'organiser, d'articuler 2 périodes qui ont une signification qui leur sont propres. Donc évidemment, quand on parle d'articulation, on parle de lien aussi. Donc là aussi, contrairement aux idées classiques, et je pense, parce que forcément, moi je suis formateur aux devoirs, aux copies de CAPES ou d'Agreg, qui systématiquement, quel que soit le sujet, vous mettez la borne à 81, on ne s'emmerde pas, on y va, et puis on envoie ce qui s'est passé, ce qui s'est fait avant. Mais en fait, on voit bien que là, c'est quelque chose qui est éminemment
évidemment discutable. La deuxième idée importante, me semble-t-il, là aussi dans notre domaine, qu'on peut utiliser dans le domaine de l'éducation physique, c'est qu'évidemment, chaque catégorie de phénomène a sa propre temporalité. Et là, ça nous conduit à considérer que finalement, 81, c'est un indicateur macroscopique, mais qui, dans les faits, doit être déconstruit, doit être analysé de manière spécifique dans le domaine probablement pédagogique, dans le domaine scolaire, dans le domaine culturel, dans le domaine social, etc., etc., etc. Et chacun de ces domaines-là ne fonctionne pas selon les mêmes temporalités. 81, et c'est quelque chose qu'on va interroger dans quelques minutes, fonctionne peut-être dans certains domaines, mais ne correspond strictement à rien dans d'autres domaines. Donc là aussi, cette rupture mythologique, on doit encore une fois essayer de s'y attaquer pour comprendre un petit peu les choses et donc nécessairement faire cet effort d'articulation. Plusieurs auteurs en histoire, d'ailleurs, au passage, et ça aussi, ça dit beaucoup, préfèrent, et c'est mon cas en particulier, préfèrent parler de processus que de continuité-rupture, en fait. Parce qu'évidemment, la notion de processus permet de comprendre les formes de glissement, les dynamiques sociales, politiques et culturelles qui se jouent, et non pas de mettre des bornes qui, finalement, du jour au lendemain, nous feraient passer d'un monde merveilleux à un monde pourri, en fait, ou l'inverse. Non, les choses, on sait bien que la réalité sociale est beaucoup plus complexe, en fait, et beaucoup plus compliquée, fait interagir plusieurs catégories d'acteurs, plusieurs niveaux de dimensions, et donc, inévitablement, construire le monde social de manière saucissonnée, est une vue de l'esprit, en fait, une vue de l'esprit qui ne correspond pas véritablement à la réalité. Donc, au regard, évidemment, de ces quelques pistes, finalement, il s'agit de s'interroger, de se demander si 1981, si cette réintégration à l'éducation nationale a constitué finalement une rupture, ne serait-ce qu'au plan institutionnel, conceptuel, pratique. Ces trois exemples que j'ai posés sur lesquels évidemment on va s'intéresser, mais naturellement, là je le dis et je le redis, j'ai aucune prétention à l'exhaustivité. On pourrait forcément interroger 81 au prisme d'autres volets ou d'autres dimensions. Le deuxième élément introductif que je voulais évoquer, évidemment, c'est là aussi de limiter une autre forme de simplification excessive. Autrement dit, de considérer que de 81 découlerait spontanément ou automatiquement toute une série de conséquences. Donc, interroger les formes de causalité. Là aussi, c'est un autre volet, une autre dimension de l'histoire, c'est s'intéresser à la question des effets. Qu'est-ce qui produit un effet et en tant que tel, un effet est lié à quel élément, en fait? Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile, parce que je le disais, la réalité sociale ne peut pas être saucissonnée. Et dans ce cadre-là, essayer d'établir des rapports de causalité devient assez compliqué. Mais il faut quand même pas oublier que la période qui nous occupe, parce que là, évidemment, on va beaucoup parler d'éducation physique, on est entre nous, on est tous de manière plus ou moins importante ou de manière plus ou moins différente des militants de l'éducation physique. Et si on est là, je crois que c'est qu'on y croit à cette discipline. Mais ne pas oublier qu'autour de l'éducation physique, il y a plein de choses qui changent dans cette période-là. Moi, ce que j'ai dit souvent à mes étudiants, c'est que forcément, l'éducation physique, elle n'est pas un apesanteur social, quoi. C'est pas Thomas Pesquet qui gravite autour de la Terre. Il y a des interactions, il y a des transformations, il y a des interpellations qui participent à une forme de façonnage de l'éducation physique. Et en retour, l'éducation physique elle-même façonne les environnements dans lesquels elle se situe. Alors là aussi, trois environnements classiques habituels, le domaine scolaire, le domaine culturel, le domaine sportif, mais probablement on pourrait aussi interroger d'autres domaines. Donc là, vous voyez évidemment, en termes de pistes mais de réflexion, c'est que finalement, en quoi par exemple les transformations du sport ont participé à façonner, à transformer l'éducation physique, ou finalement, parce que là aussi, les effets peuvent être positifs, les effets peuvent être négatifs, mais les effets peuvent être aussi considérés comme étant neutres. Est-ce que l'éducation physique a été imperméable
aux transformations qu'ont connues ces différents domaines. Et si c'est le cas, évidemment, pourquoi a-t-elle été imperméable, quoi? Qu'est-ce que ça nous dit sur cette discipline, sur son sens et sur ses transformations? Là aussi, je crois qu'il ne faut pas hésiter à interroger, à interpeller les points aveugles, en fait, parce que ça fait partie, me semble-t-il, d'un certain nombre de points aveugles qui sont pas totalement négligeables. Donc, je le disais, il me reste combien? 35 minutes. 10 bonnes minutes. Non, tu rigoles. Je le disais, trois volets qui vont structurer un peu ma présentation, mais là aussi qu'on pourra déconstruire et qu'on pourrait interroger. Donc, rapidement, ça je crois qu'on le sait tous, la question de la place de l'éducation physique, alors que ce soit au ministère de l'Instruction publique avant 1936 ou au ministère de l'Éducation nationale après 1936, vous savez que Jean Zay, alors pour le coup, ce n'est pas une rupture en tant que telle, mais il initie un certain nombre de choses assez innovantes. C'est un serpent de mer, quoi. Tout à l'heure, je parlais de mythologie, là, je parle de serpent de mer. Et bien, la mythologie s'appuie sur ce serpent de mer. En gros, ça fait 150 ans qu'on en parle, que tout le monde en parle. Et quand on plonge dans les archives de la fin du 19e, il est assez commun, habituel de constater que beaucoup d'acteurs, alors quand je dis beaucoup d'acteurs, vous le savez tous, beaucoup d'acteurs, sauf les enseignants d'éducation physique, puisqu'à cette époque-là, ils ressemblent un peu à des fantomas, c'est-à-dire qu'on les voit peu, on les entend peu, parce qu'évidemment, ils sont peu nombreux, certes, mais leur formation, leur cursus, évidemment, est discutable, est à interroger, donc il n'y a pas de véritable communauté professionnelle à cette époque-là. Mais quand je parle des acteurs, c'est les concepteurs pédagogiques que vous connaissez tous par cœur mieux que moi, de Georges Demeny à Georges Hébert et bien d'autres, des responsables institutionnels, je pense à Jean Massé, à Jules Ferry ou à d'autres, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui est dans les radars depuis très, très longtemps. Alors, évidemment, il y a une forme de nomadisme institutionnel tout au long du XXe siècle, tout en pensant quand même que la discipline, enfin, que l'enseignement de l'éducation physique, quasiment sur toute la période, est géré par le ministère donc, de l'Instruction publique ou de l'Éducation nationale. En fait, l'enjeu, c'est la gestion du corps enseignant, en fait, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et là, pour le coup, le corps enseignant, il n'a pas toujours été géré par le ministère de l'Éducation nationale. On sait, au XIXe siècle, là aussi, vous le savez mieux que moi, c'est le ministère de la Guerre qui le gère. Et puis, progressivement, il y a des combats, il y a des luttes entre le ministère de la Santé publique, qui peut s'appeler ministère de l'Hygiène publique, le ministère donc, de l'Éducation nationale, le ministère des Arts et des Lettres. Bon, bref, voilà, ils se battent tous autour de qui ou comment on doit gérer l'éducation physique. Et à ce niveau-là, il y a un enjeu, excusez-moi, je crois qu'il faut qu'on ait en tête, parce que je pense, je crois, je suis même persuadé que c'est un enjeu qui est encore très présent aujourd'hui, tant au sein de la communauté des enseignants d'éducation physique qu'à l'extérieur de cette communauté. C'est un enjeu qui est à la fois symbolique, parce qu'évidemment, l'éducation nationale, c'est la mère école, avec tout ce que ça a relais, là aussi pour le coup de mythologie. Alors là, c'est d'autres formes de mythologie, mais des mythologies aussi qui peuvent correspondre à certaines formes de réalité. Mais il y a aussi un enjeu fonctionnel qui n'est pas négligeable, parce qu'évidemment, le positionnement institutionnel a des conséquences, a des effets, j'utilisais le terme tout à l'heure, sur la question des recrutements, sur la place des enseignants des établissements. On le disait tout à l'heure, après 81, on peut devenir professeur principal, on peut devenir chef d'établissement, ce qui était beaucoup plus compliqué, pas totalement absent, mais beaucoup plus compliqué dans les périodes précédentes. Donc, on voit que cette réintégration, elle n'est pas uniquement un artifice juridique ou institutionnel. C'est quelque chose qui modèle en quelque sorte évidemment la discipline qui est concernée. Alors, encore une fois, je disais mythologie serpent de mer, mais qui ne fait pas l'unanimité. Et ça, je crois qu'on l'a oublié. C'est-à-dire que pendant très longtemps, alors vous voyez, là, je fais des raccourcis historiques, c'est pas des sauts en longueur, c'est des quadruples sauts, en fait, à travers le temps. Mais à la Libération,
vous avez une catégorie d'enseignants, elle aussi, on a tendance souvent à la mettre de côté, elle n'existe pas, elle est hors des radars parfois de l'histoire de l'éducation physique. C'est les maîtres d'éducation physique qui pourtant étaient nombreux à l'époque, à la Libération. Il y a autant de maîtres que de professeurs d'éducation physique. Eh bien, il y a une enquête qui est menée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et qui montre qu'une majorité de maîtres considère que l'éducation physique à l'éducation nationale, c'est pas central en fait, c'est pas leur sujet fondamental. Ils n'y sont pas forcément attachés. Et régulièrement, tout au cours des années 50 et 60, il y a des projets d'intégration ou de réintégration de l'éducation physique à l'éducation nationale qui sont refusés par les organisations syndicales et notamment par le SNEP. Il y a un projet en 55-56 que le SNEP refuse pour des raisons multiples et variées, et notamment l'une des raisons, c'est celle-ci. Et en fait, qu'on retrouve en 81. Alors évidemment, cette raison qui a fondé une opposition devient une raison qui justifie la réintégration. C'est cette question de... Alors, j'ai Alain Hébrard qui est face à moi à gauche. Vous connaissez tous par cœur sa fameuse formule qu'a fait Flores. S'il avait déposé, il serait milliardaire aujourd'hui. Une discipline entièrement à part ou à part entière. On peut discuter mais du truc. Mais quelque part, on voit que c'est en germe dans le propos mais qui est tenu. C'est-à-dire que, OK, on est prêt à aller à l'éducation nationale, mais il ne faut pas non plus rigoler. On veut rester entre nous. On a une identité qui nous est propre. On est les porteurs de représentation d'un modèle d'enseignement qui se veut spécifique. Et donc, attention, on est prêt à vous rejoindre à condition qu'on ait une direction autonome qui justement nous permettent d'être traités de manière particulière. Et on voit bien que là, il y a un dilemme en fait. Et il y a des tensions qui se créent et c'est autour de ces tensions que le mouvement social en fait va se mettre en place et va se développer. Et ce dilemme, évidemment, parfois, il peut amener à des ambiguïtés. Et là, vous le voyez, je vous ai retranscrit une prise de position à l'occasion du Congrès national du SNEP, qui est une instance importante, qui tous les ans, évidemment, se tient encore aujourd'hui. Et vous le voyez, en 1966, donc au moment même où on a un secrétariat d'État à la jeunesse et au sport qui, encore pour quelques jours, est piloté par Boris Herzog, parce qu'il va se faire mettre à la porte par le général de Gaulle pour les raisons qu'on connaît tous par cœur. Eh bien, alors que ce secrétariat d'État à la jeunesse et au sport est rattaché à l'éducation nationale, c'est pour ça que cette question d'intégration et de réintégration, elle est discutable, mais on est aussi à l'orée d'une période où là, il va y avoir un détachement complet, puisqu'entre 66 et 81, il n'y a plus de lien organique au plan institutionnel. Et bien, c'est Yvon Adam qui va devenir un dirigeant majeur. Il va faire partie du bureau national du SNEP à partir de 1969, quand une nouvelle majorité prendra les responsabilités. Ben lui, vous voyez, il vous le dit, pareil. Intégrer l'éducation nationale, c'est pas un sujet d'intérêt, quoi. Notamment, ça nous couperait d'un mouvement sportif auquel on est très attaché. Et vous voyez l'actualité extrêmement forte des moments qu'on vit aujourd'hui, en fait. On voit bien que les débats, finalement, sont réinterprétés, sont réarticulés. Donc, vous voyez, par rapport à ma question, est-ce que c'est une rupture historique au plan institutionnel ? J'aurais tendance à dire, là encore, qu'on est plutôt sur une forme de redistribution, on est plutôt sur une logique de processus que véritablement sur quelque chose qui ouvre une nouvelle période fondamentalement différente de la période précédente. Alors évidemment, 81 arrivant, on le sait bien, va avoir des conséquences assez majeures et je pense que Jean Lafontant en parlera à l'occasion de la table ronde auquel il participera. Parce que là aussi, on oublie trop souvent, on focalise sur l'éducation nationale, ça y est, on y fait notre place, on est à l'aise, on est reconnu, on a Alain Hébrard qui va nous défendre au plus haut niveau, génial, super sympa et compagnie. Mais n'oublions pas les effets au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, parce que le ministère de la Jeunesse et des Sports se vide de sa substance majeure, en fait. 95% de son budget se barre à l'éducation nationale. Et moi, j'ai fait plusieurs entretiens avec des inspecteurs généraux qui ont vécu cette rupture. Alors, je ne suis pas suffisamment vieux pour les avoir fait en 80, mais 82, mais c'est des entretiens que j'avais fait dans les années 2000, mais 2010, donc on va dire 30 ans plus tard. Mais en fait, face à moi, j'avais des gens qui étaient encore traumatisés, mais le terme n'est pas trop fort,
ils étaient traumatisés, mais de 81. On les avait mis à poil, en quelque sorte, en fait. C'est comme ça qu'ils vivaient. Et certains avaient une haine à l'égard de l'éducation physique, mais sans nom, en fait. Ils attendaient qu'une chose, c'était de se faire l'épreuve de PS au regard de ce qu'ils leur avaient fait vivre en 81. Donc, on voit que là, par contre, au niveau des effets en termes d'incarnation, de positionnement d'acteurs, on en parlait souvent de mouvement mais social, là par contre ça conduit justement à des formes de réaction évidemment qui sont éminemment violentes. Mais j'active un petit peu parce qu'il va commencer à s'agiter là. Donc, de manière concomitante, évidemment, à partir de mai 80, on sait bien que l'éducation nationale va connaître de nombreuses évolutions. Vous avez vu la citation, la prise de position d'Alain Savary dans la revue EPS en 1982, là aussi, que vous connaissez tous par cœur, les droits et les devoirs. Mais cette prise de position du ministre qui est favorable à l'éducation physique, son cabinet est favorable à cette intégration. Vous le comprenez bien, cette intégration, elle ne se fait pas de manière gratuite, quoi. On attend aussi des enseignants d'éducation physique qu'ils se mettent au niveau des défis qui se présentent au ministère de l'Éducation nationale. Et forcément, dans ces années-là, dans les années 80, on sait, plusieurs défis se présentent à cette institution. D'ailleurs, des défis qu'on connaît encore aujourd'hui. Je crois qu'on n'en est pas forcément… Enfin, on n'a pas réalisé tous les défis qui se présentaient en 1981. Alors là aussi, il y a 3 dimensions, mais on pourrait y passer la matinée. La question de l'échec scolaire, qui devient une question centrale, une question chaude de ce ministère à partir de 81. Rappelez-vous évidemment la mise en place des zones d'éducation prioritaire, qui est une réaction rapide à cette situation. Mais on l'oublie trop souvent, les ZEP en fait ne naissent pas en 81. C'est une proposition de notre syndicat, qui est le SGEN CFDT, au début des années 70, qui en fait introduit, me semble-t-il, un profond changement de paradigme scolaire, en fait. On rentre dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire que le rôle de l'école et le fonctionnement de l'institution scolaire ne va pas reposer sur le même logiciel que celui qui le faisait tourner sur les décennies précédentes. Évidemment, le fameux « donner plus à ceux qui en ont le moins », conduit à interroger le principe d'égalité face au savoir scolaire et la tension entre égalité et équité. Alors, là aussi, c'est toute une série de problématiques que vous connaissez forcément, probablement que vos formateurs vous ont souvent évoquées, mais qui va conduire aussi à développer des formes de réaction de la part de la communauté des enseignants et ces réactions, évidemment, vont être assez différentes au fil de ces 40 dernières années. Alors, la question de l'évaluation, on a une table ronde, je passe très rapidement, mais l'hyperformalisation de l'évaluation dans les années 80, je le disais, moi j'étais à votre place au SAPS de Marseille en 92-93, je me prends en pleine figure, parce que je me prends, mais mes collègues se sont pris en pleine figure, ce qu'on appelait à cette époque-là les nomogrammes. Honnêtement, les nomogrammes, c'était violent quand on était étudiant. On se prend en pleine figure. Les articles de Claude Pinault, doyen de l'inspection générale, tous les 2 mois dans la revue EPS, ou sur le numéro, je dis mais n'importe quoi, 253, il vous dit blanc, et sur le numéro 254, il vous dit noir, et sur le 255, il vous dit gris, en fait. En fait, vous ne savez plus ce qu'est l'éducation physique, en fait. Et on voit bien cet effet de balancier, en fait, entre les tenants d'une approche scolaire attachée à l'individu, à l'élève, et les tenants attachés aux savoirs fondamentaux. Mais regardez les débats actuels autour de Jean-Michel Blanquer, regardez les débats à l'époque autour de Claude Allègre, vous savez, c'est l'inventeur du mammouth, Claude Allègre. Voilà, c'est quelque chose qu'on va se traîner assez durablement au fil de cette réintégration. Les pratiques d'enseignement. Le deuxième volet à interroger autour de la notion de rupture. Alors, autant au niveau institutionnel, vous voyez, il y a certains volets qu'on peut considérer comme étant des produits de cette évolution et de cette réintégration, autant, je crois, au niveau des pratiques d'enseignement, c'est une erreur fondamentale de considérer que 81 va tout bouleverser. Parce que déjà, considérer ça, c'est ne pas connaître ce qu'est la réalité d'un enseignant. C'est-à-dire que là aussi, de manière un peu provocatrice, quand le 2 septembre 81,
les profs de PS retournent dans leur collège ou dans leur lycée, ils ne se disent pas « Oh punaise, je suis à l'éducation nationale, il faut tout que je change ». Non, on est tous d'accord, hein, on est tous, on a tous fait des stages, on a tous été enseignants. Ce qui nous anime, ce n'est pas ça. Ce qui nous anime, là, c'est la macrostructure, hein, c'est le niveau macroscopique. Alors, je ne dis pas qu'on y est étranger, je dis juste que ce n'est pas ça qui est structurant au niveau des pratiques d'enseignement. Donc là, il faut se calmer, il faut relativiser en fait. Et il faut surtout relativiser dans la mesure où, me semble-t-il, et là aussi, je pense qu'on pourra en discuter, on pourra échanger, il y a Jacqueline Marcenac avec nous, hein, qui a été une actrice phare de ces années-là, me semble-t-il, le moment fondamental, je crois, hein, j'en suis persuadé, mais encore une fois, c'est intéressant d'échanger avec les acteurs, le moment fondamental en matière d'innovation pédagogique, en matière d'innovation des pratiques d'enseignement, ce n'est pas les années 80, c'est les années 70, quoi. Les années 70 sont un moment d'expérimentation, de dynamique professionnelle assez incroyable, et je crois, mais là je suis très prudent, et je crois assez incomparable sur les 150 ans de l'histoire de l'éducation physique. Je crois que là, on a un laboratoire d'études assez remarquable sur la capacité d'une profession à se saisir d'une réalité et à transformer son enseignement de manière en plus assez rapide, parce qu'on sait bien hein, que les contenus se transforment sur des périodes de 20 à 30 ans. Là, à moins de 10 ans, la manière dont l'enseignant enseigne à la fin des années 70 n'a à peu près plus rien à voir avec celle de l'enseignant à la fin des années 60. C'est pour ça que quand je vois aussi, alors j'ai fait une aparté pour les candidats au CAPES à l'agrégation, quand je vois 90% des copies qui, alors là, ils font comme moi aujourd'hui, ils font un quadruple saut sur les années 70 parce que ça les ennuie, elles sont un peu compliquées. Il faut qu'aller sur les années 60, Herzog, il est fabuleux, il est sympa, c'est l'âge d'or. D'accord, on fait du sport comme des malades, machin, on est reconnu, les médailles, etc. Et puis, on arrive à 81, l'intégration nationale. Et 70, en fait, ça a disparu. Mais non, la période clé, c'est les 70s, c'est les années 70. Alors, pourquoi cette situation? C'est ce que je vous disais. Alors, évidemment, il y a l'arrivée d'une nouvelle génération professionnelle qui en termes de masse critique est de plus en plus conséquente. Hein, c'est les fameux NCPiens, mais aussi les néo-irepsiens. C'est dur à dire. Hein, c'est un peu comme l'universitarisation. Mais il y a aussi l'effet des réformes. Et là aussi, on l'oublie trop souvent. Et c'est là où le jeu, où les syndicats, me semble-t-il, aussi ont joué un rôle assez intéressant et assez majeur. On a tendance à dire que les syndicats passent leur temps à gueuler, ils font la grève, ils balancent des œufs pourris dans la figure de Pierre Mazot quand il fait son Tour de France, ils font que râler parce qu'ils ne sont pas assez payés, ils travaillent trop, etc., etc. Il y a peut-être ça, hein, probablement, mais je ne dis pas que ce n'est pas la réalité. Mais dans ces années-là, en fait, c'est un laboratoire d'idées, quoi. C'est ce que je vous disais, là, c'est ce que je vous ai mis sur le deuxième point. On a un phénomène d'action-réaction, en fait, dans ces années-là. C'est-à-dire qu'à chaque réforme institutionnelle, hein, ce que j'appelle les réformes des trois mousquetaires, en fait, hein, Comiti, Mazot, Soissons. Alors, il y en a un quatrième qui s'appelle Paul Dijoux, mais celui-là, il n'a pas resté très longtemps, donc on va l'oublier. Enfin, pas qu'il n'est pas intéressant, il est super. C'est pas mais quelqu'un de très bien, mais en termes d'effet, voilà, il est plus limité. Mais à chaque réforme portée par ces trois mousquetaires, en fait, on constate qu'on a une réaction pédagogique. C'est-à-dire que les enseignants, on voit bien, mesurent combien il est important de regagner le terrain perdu, en fait. Et c'est toute l'histoire, en fait, de la didactisation, de la question de l'évaluation formative. Il y a un truc qu'on oublie trop souvent, en fait, me semble-t-il, c'est la question de la PPO. La pédagogie par objectif. Soissons en 77, il pond son plan de relance. Quelques semaines plus tard, vous avez la PPO qui est proposée et dont la revue EPS va publier beaucoup d'articles. Mais la PPO, mais c'est quoi? C'est s'intéresser au processus d'apprentissage. C'est baliser les apprentissages par l'intermédiaire d'objectifs intermédiaires permettant évidemment d'aboutir à un apprentissage de qualité. Donc, on voit que ce rapport à l'activité sportive, dont on voit bien que dans les années 80, il est distancié, etc., en fait, c'est quelque chose qui se prépare durant les années 70 et qui aboutit évidemment à une cristallisation sur plutôt le comment apprendre que sur le quoi apprendre. Mais avec toutes les ambiguïtés, les effets que ça va avoir dans les années 80 et 90. Parce qu'évidemment, avec le retour à l'éducation nationale, eh bien, on va s'exciter, on va investir beaucoup le comment apprendre et peut-être délaisser probablement, mais là aussi, on aura l'occasion d'en discuter et c'est peut-être un élément de débat entre nous,
plutôt discuter le quoi apprendre. Alors là, je vous ai retranscrit évidemment le passage d'un bouquin piloté par Jacqueline de Marcenac. Je n'avais pas le droit de ne pas l'évoquer parce qu'évidemment, au sein de l'INRP, il va y avoir beaucoup de travaux qui vont être menés dans les années 80-90, mais c'est des travaux, et encore une fois, là peut-être qu'elle nous en dira davantage, c'est des travaux dont je crois qu'ils sont en continuité avec ceux menés, en fait, à l'origine, dans les CPS FSGT, en fait, à la fin des années 60, dans les stages Maurice Baquet. Alors évidemment, dans ces années-là, ces travaux sont inaudibles, mais ils prennent du sens dans les années 70, et évidemment, ils sont complexifiés durant les années 80 et 90. Alors là aussi, avec tous les effets que ça peut avoir, parce qu'évidemment, on voit bien cette centration sur la dimension conceptuelle, sur la question de la progressivité, sur les situations problèmes, qui d'ailleurs ne sont pas un sujet nouveau, puisque je vous rappelle que les situations problèmes, Jean Le Boulch, dans sa thèse, il en parle déjà en 1961 des situations problèmes. 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, vous voyez, elles reviennent au centre des débats. Alors évidemment, elles ne sont pas envisagées de la même manière, etc. Mais il reste, on voit bien qu'on récupère un certain nombre de travaux. Et tout ça, évidemment, aboutit à ce qu'on appelle les éducations à la santé, à la citoyenneté, à la lutte contre l'obésité, à tout ce que vous voulez, en fait. Et finalement, l'éducation physique devient une enseigne où tout est possible, en fait. Mais quand tout est possible, finalement, on ne sait plus, on ne mesure plus la substantifique morale, quatrième mot très compliqué à dire quand on parle vite, du sujet dont on parle, en fait. Et là aussi, on voit bien que les débats aujourd'hui sont l'objet, repose justement sur cette difficulté. Alors évidemment, derrière, vous allez avoir toute une série d'initiatives. Alors Dimitri, tout à l'heure, parlera évidemment de tout ce qui touche et qui gravite autour de la polydisciplinarité. Mais on voit bien que cette question de la place de la discipline dans le panorama de l'enseignement dans les collèges et dans le lycée et les rapports disciplinaires et interdisciplinaires deviennent un sujet majeur. Vous voyez, je parlais de moi tout à l'heure. Moi, quand je prends mon poste à Clichy-sous-Bois en 94, on me dit tu vas organiser des parcours diversifiés. C'est quoi un parcours diversifié? Je ne comprends pas, en fait. D'accord? Mais peut-être parce que je suis bête, mais j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à ne pas tout comprendre, en fait, de ce qui se joue à ce moment-là. Et derrière, on le voit, les choses vont prendre de plus en plus d'ampleur. Mais en même temps, évidemment, ça doit nous interroger sur ce qu'est l'éducation physique, sur la manière dont elle est perçue à l'école. Quels sont les savoirs fondamentaux qu'on lui reconnaît? Évidemment, peut-être quelques-uns, mais je ne suis pas sûr que ça soit le point d'accroche fondamental de la part des autres enseignants ou de l'institution. Parce qu'évidemment, quand on multiplie ces questions polydisciplinaires ou pluri, inter, trans, intra, enfin voilà les termes, on pourrait y passer aussi la matinée, mais finalement, est-ce qu'on ne perd pas un peu le fil de cette discipline? Alors évidemment, c'est des choses qui présentent des atouts au plan pédagogique, au plan de la qualité des apprentissages, mais finalement, est-ce qu'on ne se perd pas dans ce panorama qui tend à complexifier un petit peu les choses? Et d'ailleurs, vous le voyez, dès 1986, Michel Volonda avait bien identifié cette question-là. Finalement, est-ce qu'il y a une réciprocité disciplinaire? L'éducation physique donne quelque chose, met des choses sur la table. Qu'est-ce que les autres disciplines donnent à l'éducation physique? Est-ce qu'il y a cette réciprocité? Là, encore une fois, je crois que c'est mis en débat et on peut en discuter. J'ai presque fini, je te rassure. Troisième bien, le rapport aux pratiques sociales. Évidemment, tout à l'heure, je parlais de serpent de mer au début. Forcément, là, c'est un autre serpent de mer dont on parle depuis au moins 1920, mais en fait, on en parle depuis Coubertin. En fait, on l'évoquait l'autre fois sur la journée préparatoire à ce colloque. Évidemment, cette question du rapport au sport est sans fin, en fait. Et peut-être elle nous induit en erreur au passage. Ce sera quelque chose aussi à discuter. Mais ce rapport en sport aussi a créé beaucoup d'ambiguïté. Quand je parle évidemment du cas du SNEP et de la revue EPS, il n'a qu'à lire les publications des années 80 pour s'interroger. Quand le bouquin que publie le SNEP, l'évaluation en EPS, je crois qu'il est publié en 85-86, promeut des QCM pour évaluer l'éducation physique, c'est quelque chose qui interroge. Je parlais des nomogrammes en 90-93,
les QCM en EPS, on l'a vu tout à l'heure, mais l'éducation physique, c'est un apprentissage par corps, c'est un apprentissage de l'engagement, du physique. Remplir des feuilles et cocher des cases, l'engagement par corps, il est peut-être au niveau de la main, mais à part ça, il n'est pas beaucoup plus, quoi. Donc là aussi, ça dit beaucoup sur la mythologie, sur la manière de s'imaginer ce qu'est l'institution, de ce qu'attend l'institution, les droits et les savoirs. Est-ce que ce n'est pas une perception d'un type de droit qui finalement ne correspond pas forcément à une réalité? C'est quelque chose à ne pas négliger. Et finalement, ce qu'on connaît aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, puisque vous savez que Jean-Michel Blanquer, le nouvel Herzog des années 2020, est porteur de cette nouvelle structure. Et là, je vois Gilles qui commence à me regarder de travers, qui commence à bouillir. Voilà, ce ministère, ce nouveau ministère, finalement, est-ce qu'il n'est pas en train de recycler des recettes anciennes, mais qui reposent sur ces ambiguïtés, en fait, sur ce manque de clarté et peut-être sur cette difficulté à assumer ce qu'est l'éducation physique, à assumer le lien aux pratiques sociales, qui est un lien, me semble-t-il, aujourd'hui indéfectible, auquel on ne peut pas, mais que l'on ne peut pas négliger. Et peut-être que le produit de cette histoire, nous a conduit à certains moments, peut-être pas à tous les moments, mais à certains moments, à tourner le dos à ce que sont les pratiques sociales. Et là, on se prend finalement un boomerang en pleine figure, quoi, parce qu'évidemment, quand en plein été, on nous dit que parce qu'il n'y a pas beaucoup de médailles aux Jeux de Tokyo, l'éducation physique, elle a ce rôle-là. On dit tous, ah bon, on ne le savait pas en fait, on n'était pas au courant et pourtant on l'est quand on est prof d'éducation physique. Ou quand on nous dit que l'éducation physique, c'est une gentille animation pour se défouler et pour être mieux concentré en mathématiques et en français, on nous dit quoi? On nous dit votre discipline, c'est une discipline secondaire, quoi, qui n'a pas de sens. C'est à peu près les mêmes discours, là aussi, quand vous plongez dans les archives au 19e siècle, c'est presque à la phrase près les mêmes discours qui étaient tenus il y a 150 ans, en fait. C'était une propédeutique à des trucs qui étaient vachement plus importants. Et bien là, en fait, on est en train finalement de revivre cette situation-là. Et est-ce qu'on n'a pas participé finalement, justement, est-ce qu'on n'est pas en partie responsable de cette situation? Je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou et il faut s'interroger sur cette situation. Alors, pour préparer la conférence, je me suis replongé dans les programmes parce que je vous ai dit, voilà, j'ai été, je ne le suis plus. Donc, je vous avoue que voilà, les processus de rédaction mais des programmes, etc., c'était quelque chose sur lesquels je m'étais penché il y a quelques années quand je faisais des recherches sur le sujet, sur lesquels je m'étais moins penché, mais ces derniers temps. Donc, je me suis replongé sur les derniers programmes. Enfin, je me suis dit, mais ouais, en fait, on est dans une forme de caricature. Et j'ai comparé, en fait, et la dimension comparative aussi, elle est quand même assez importante. J'ai comparé les programmes d'éducation physique et les programmes d'histoire géo. Ben, je suis désolé, mais les collègues d'histoire géo, ils sont vachement plus clairs que nous et plus assument, quoi. En histoire géo, on fait de l'histoire, quoi. Voilà, les dates, les guerres, les conflits, tout ce que vous voulez. En éducation physique, je voulais surligner des trucs. Moi, des fois, j'ai eu du mal à décoder ce que ça voulait dire. Donc, j'imagine les parents d'élèves quand ils disent le truc, quoi. En fait, ils ne comprennent pas, quoi. C'est quoi les profs de PS? Et on voit bien tout ce que ça relaie en termes de représentation. Le prof de gym, le prof de sport, le prof d'éducation physique. Mais pourquoi ils s'embêtent à distinguer les trucs? Surtout qu'ils nous pondent des phrases que l'expression séquence d'apprentissage et non cycle d'apprentissage. Je suis sûr que je vous demande de prendre un papier et un stylo, vous me différenciez séquence d'apprentissage et cycle d'apprentissage. Alors, les étudiants, ils doivent savoir le faire parce que voilà, ils sont CAPES, agrègues, ils sont à fond dedans. Mais les collègues là, qui seront vrais dans les établissements scolaires, je ne suis pas certain qu'ils soient en capacité de distinguer fondamentalement les deux, quoi. Donc, on voit bien que ça interroge là aussi sur les conséquences et sur les effets. Donc là, je sais que ça va être un peu polémique. Il y a certains qui vont me rentrer dedans, dire que c'est dégueulasse, etc. Mais voilà, ce n'est pas grave. J'assume. Et je crois qu'il faut aussi s'intéresser à ce que font les autres, en fait, à la manière dont les autres fonctionnent. Et encore une fois, les profs d'éducation, les profs d'histoire géo, de mathématiques et de français. Je conclue, tu vois. Nickel. Je suis dans les temps. À peu près. Non, mais c'est les deux premiers qui ont débordé. C'est pas toi. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, mais après, il y a Alain, je pense que là, c'est un très, très haut niveau en matière de débordement. Ah, ben on va finir à 13h alors. Je ne peux pas le concurrencer, c'est mon maître en la matière. Donc, non, mais je conclue en quelques secondes. Donc, pour en revenir à ma question et à mon idée de rupture,
Voilà, est-ce que le bouger plus, qui est encore une fois qui est un débat aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une rupture en fait? Mais j'en suis pas fondamentalement certain aujourd'hui. Au regard de ce qu'on a vu assez rapidement et des choix qui ont été faits durant ces années-là, est-ce que finalement ce n'est pas le produit d'une période où il y a eu des tâtonnements, des hésitations et finalement une difficulté de percevoir encore une fois cette discipline. Le deuxième volet qui me paraît aussi important pour se projeter sur l'avenir, évidemment, penser l'éducation physique, penser ces réformes ne peut l'être que sur le temps long en fait. C'est-à-dire que évidemment, quand on est en responsabilité, que des choix doivent être faits, on est souvent dans l'urgence. Mais on voit, on l'a vu, que les choix qui ont pu être opérés à certaines périodes, probablement des choix sincères, des choix engagés, des choix qui étaient portés par des convictions profondes, ont aussi eu des conséquences délétères en fait, des effets collatéraux qui n'avaient pas été prévus. Et je crois que la journée que propose aujourd'hui le SNEP a aussi cette vertu de se poser, de prendre le temps de réfléchir. Et peut-être est-ce aussi une prospective à réfléchir, de structurer les choix, les engagements, etc., sur la base évidemment des conséquences qu'ils peuvent avoir, encore une fois, sur le temps long. Quand je dis mais sur le temps long, évidemment, ce n'est pas forcément sur 50 ans, mais sur 10, 15, 20 ans, en fait. Et parfois, en réfléchissant, on identifie des choses qu'on n'avait pas forcément prévues, mais évidemment qui vont participer à refaçonner, à retransformer la discipline auquel on est attaché. Voilà rapidement le tableau brossé. Je vous remercie. Merci, Mickaël.